Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Je vais vous présenter ma présentation qui s'intitule Chiche polyphonique, la problématique des voix dans Chiche l'Afrique. Mais avant que je présente, il faut que je remercie quelques gens. Tout d'abord, il faut que je remercie Gustave Kakpo, qui va venir bientôt, qui était l'écrivain dont je vais parler. Aussi, il faut que je remercie Romuald Foncois, qui était mon directeur de recherche du Paris, qui m'a travaillé, qui m'a supporté. Il faut que je remercie aussi Aline, la directrice, d'avoir m'a permis justement de donner cette conférence. Et aussi à vous tous d'être ici. Merci beaucoup. Du coup, oh, excusez-moi, il faut que j'attende. Ça va aller. Oh, ok, ça va. Pardon. Du coup, le titre Chiche polyphonique, la problématique des voix dans Chiche l'Afrique. Dans ces pièces du théâtre Chiche l'Afrique, Gustave Kakpo nous présente une comédie africaine. Il s'agit d'une émission des actualités qui s'intitule Canard aux épaisses. Cette émission est dirigée par un journaliste donnant la parole aux hommes politiques africains et français. La pièce oscille entre les paroles du journaliste, des présidents africains et des figures politiques françaises. La pièce touche à l'histoire de la colonisation en Afrique francophone, au processus de la décolonisation et au présent politique en Afrique. Au niveau technique, un seul comédien joue tous les personnages. Chez Kakpo, le comédien incarne tous les personnages. Sur scène, et le texte donne à chaque personnage une voix unique pour les distinguer. Le postulat de cette analyse de Chiche l'Afrique, et ça m'amène à la problématique. Le postulat de cette analyse de Chiche l'Afrique, c'est la stratification interne du langage, la diversité des langages sociaux et la divergence des voix individuelles qui y résonnent. La pluralité des voix du dialogue interne fonctionne comme base de la pièce. Les voix oscillent de l'une à l'autre, et par leur dialogue, elles font naître l'enjeu central qui est celui du rapport entre la politique et l'humour. Autant comédie que pièce politique, la pièce cherche à déplacer la politique par rapport à l'histoire africaine. Pour la plupart, les personnages sont des hommes politiques et Kakpo focalise sa pièce comme commentaire sur la situation politique en Afrique. Cette étude utilise le mot politique afin d'évoquer ce qui vient de la cité et ce qui est, et je cite la trésor de langue française, ce qui est relatif aux affaires de l'État et à leur conduite. Politique, comme mot, relève de la question de l'État et du gouvernement. J'aime pas quand les gens utilisent les mots comme politique sans les définir parce que ça veut dire plein de choses et je veux être bien précis. Chez Kakpo, chaque voix est fortement liée à sa fonction bureaucratique. La pièce critique la politique qui se fait en Afrique, c'est-à-dire sur la terre africaine, sur place, et la politique qui se fait par rapport à l'Afrique, c'est-à-dire de loin, en France et ailleurs. Mais on y reviendra. Pour aborder cette problématique des voix et le rapport entre la politique et l'humour, je vous propose le plan suivant. Excusez-moi. Tout d'abord, nous examinerons trois instances de la polyphonie textuelle dans le texte afin de distiller les enjeux politiques et esthétiques. Nous nous concentrons sur un dialogue entre deux voix, le comédien lui-même et la voix qui oscille, d'une part le journaliste de l'émission et d'autre part le comédien du spectacle. Ensuite, nous étudierons un dialogue entre les présidents africains et les hommes politiques français. À ce point, avant que j'aborde la deuxième partie, je vais vous faire voir un extrait du spectacle que Gustave a mis en scène l'été dernier pour voir les présidents qui parlent. Et enfin,
nous aborderons un dialogue entre le président Nicolas Sarkozy et les jeunes Africains, pour réfléchir sur l'état contemporain du rapport entre l'Afrique et la France. En étudiant ces trois instances de la polyphonie d'Enchiche l'Afrique, ce travail espère montrer les commentaires politiques et les objectifs comiques de la pièce. Tout d'abord, la première partie, et ça c'est les citations, je vais vous faire signe lorsque je cite, ça pour que vous puissiez me suivre. La première partie s'intitule « L'idéologisme au singulier, une voix qui se dédouble ». Le comédien parle de deux voix principales, la voix du journaliste, celui qui dirige l'émission, et la voix du comédien, celui qui dit « je ». Le comédien se dédouble et ses paroles changent en fonction de la voix avec laquelle il parle. Cette structure idéologique de dédoublement des voix crée une espèce textuelle basée sur les problématiques esthétiques du théâtre et les problématiques politiques d'écrivain. La voix du journaliste se caractérise par son ton plus ou moins objectif, une voix qui revient constamment en structurant la pièce. Ça serait la citation numéro 1. Je cite, « Nous serons bientôt en direct et sur ce plateau, vous aurez la chance de vous trouver à quelques mètres d'une belle brochette de présidents africains, essentiellement francophones. » Fin de citation. La couleur désintéressée marque le ton du journaliste. Sa fonction est surtout esthétique. Il structure la pièce en présentant les présidents et en enchaînement d'une scène à l'autre. Au-delà de cette fonction esthétique, la voix du comédien surgit. Le comédien peut s'exprimer grâce à la présence du journaliste impartial. Le comédien aborde les sujets politiques et historiques dans l'espoir de mettre en œuvre les incohérences d'un discours qui ne se rend pas compte des injustices à propos de l'histoire et de la politique en Afrique. Et je cite, citation numéro 2, « Vous savez, il y a encore des gens qui pensent vraiment que l'Afrique a eu son indépendance, alors qu'en réalité, il s'agit d'intérêt d'indépendance. Intérêt pour les uns, dépendance pour les autres. » Par-delà une présentation de la politique en Afrique, le comédien analyse ce profilage racial. La voix du comédien, c'est une voix interprétative, une voix qui lit les actualités et offre des critiques. C'est la présence du journaliste en tant que voix neutre qui permet aux comédiens de critiquer. Sans le dialogue entre eux, la pièce ne serait pas théâtre, mais un monologue politique, un discours didactique. Les deux voix dialoguent en permanence entre les obligations structurelles du théâtre et les obligations philosophiques du comédien. L'intervention du comédien vient d'un désir d'analyser la situation politique. Les réflexions du comédien dominent ces séquences, mais parfois, sa carrière didactique risque de faire basculer la pièce du côté du manifeste polémique. Par exemple, à un moment donné, le comédien réfléchit sur les frontières nationales, ça c'est la troisième citation, alors que les Européens sont vraiment traités comme de la merde, comme s'ils n'existaient pas. C'est à peine si le douanier leur accorde un regard. Les autres, les non-européens, eux, bénéficient de toute l'attention des douaniers qui palpent leur passeport, détaillent administrativement chaque recoin de leur visage. La liste des préjugés aux stations d'immigration continue et la critique du comédien se réduit au monologue polémique. En revanche, une intervention comique vient toujours. Cette réflexion sur la douane, il s'agit d'un ministre malien qui veut entrer en France. Mais l'entrée, lui, est interdite. Ce ministre était invité par l'État français, mais parce qu'il est africain, il est difficile pour lui de traverser la frontière. Le comédien constate, ça c'est la quatrième citation, « Moi, je ne comprends pas pourquoi il s'énerve. Quel mal a-t-il à donner un peu de boulot aux policiers maliens ?» L'humour vient ici de la distance entre le sens littéral des mots
et le sens figuré, sous-entendu. Le comédien dit une chose et se demande pourquoi le ministre s'énerve. Mais la pièce critique les systèmes entièrement préjugés de l'immigration qui l'énervent. L'ironie de la scène fait rire parce que la pièce est consciente de ce décalage. L'ironie est intentionnelle et grâce à l'ironie, le spectateur peut rire. Dans son livre Le Rire, Henri Bergson, c'est un philosophe français, décrit l'effet comique de l'ironie. Et ça, c'est la première citation, deuxième page du premier page. L'interférence des deux systèmes d'idées dans la même phrase, est une source intéressable d'effets plaisants. Il y a bien des moyens d'obtenir l'interférence, c'est-à-dire de donner à la même phrase deux significations indépendantes qui se superposent. Bergson appelle ce type l'humour un comique des mots. Et l'ironie est finalement un effet des interférences internes du langage. La tension entre le désir d'analyser et le besoin de rire permet au spectateur de s'engager avec la critique du comédien sans que celle-ci ne devienne trop lourde. C'est une comédie antérieure que cette scène ne fait que refléter et les enjeux de la scène sont réflexifs. Le dialogisme au singulier est un dialogue interne au comédien qui se dédouble. Cette polyphonie qui se trouve chez le même personnage ouvre un espace critique dans lequel l'auteur peut dénoncer en faisant rire. La polyphonie du comédien se trouve dans les transitions entre les paroles politiques et les paroles comiques. Finalement, l'humour est créé par l'ironie, par le décalage entre ce qui est dit et ce que l'on entend. Ce décalage est un glissement linguistique. La pièce reprend cette question des glissements linguistiques et en parlant des présidents africains, le comédien constate, et ça n'est pas sur l'écran, ces gens-là, il ne faut jamais les prendre au premier degré. C'est du 4e degré, et encore avec sous-titrage. Ici, le comédien souligne le danger inhérent du langage politique. Il y a toujours un sens sous la surface, un sens qui se cache. Et finalement, l'humour est produit par ces sens cachés du langage. Les outils du langage qui font le comique fonctionnent comme les outils du langage qui font le genre de la politique critiqué par Akakpo. La pièce fonctionne comme un miroir structurel qui reflète les paroles politiques. La pièce met en lumière le souci du langage et le comédien, en se dédoublant, propose, ça c'est la citation 2, pour des raisons de sécurité, je n'en dirai pas autant. Moi, je pense qu'en Afrique, les militaires sont très très gentils. Attention, 4e degré. Ils sont aussi adorables, prompts à rendre service. Les paroles politiques ne révèlent jamais le 4e degré. Le comédien nous montre le décalage dans l'espoir de mettre en œuvre qu'il y a toujours un glissement du sens. À l'inverse des paroles du comédien, le discours des figures politiques dans la pièce essaie de cacher le 4e degré en se présentant comme transparent. Au-delà de l'humour, le jeu linguistique du comédien met en lumière la possibilité de cacher dans le langage et le fait que les politiciens ne se dévoilent pas les sens voilés. Dans l'espoir de montrer comment le langage voile des sens, Akakpo continue à parler de l'armée. C'est la 3e citation. Moi, au Togo, j'ai des amis militaires. Quelle est la différence entre un ami et un ami militaire? Un militaire, c'est quelqu'un qui vous tabasse sans raison, alors qu'un ami militaire ne vous tabasse jamais sans les bonnes raisons. C'est-à-dire en raison d'État ou en raison de quelqu'un qui lui donne plus d'argent que vous. Le néologisme ami militaire incarne le rapport dialogique entre le comique et la politique autour du langage. Akakpo transforme le langage afin de critiquer
le système politique actuel. Un ami militaire est l'inverse d'un ami. Le néologisme souligne le décalage, la distance entre le réel et le figuré. Finalement, le comique et la politique se rassemblent pour critiquer les discours des figures politiques. Le comédien se dédouble dans la distance entre les paroles et l'intention voilée. Et grâce à ce dédoublement, la fissure apparaît. La disjonction devient indéniable. Le fait d'examiner le décalage en vue est un geste politique, un geste qui met en lumière que toutes paroles doivent être étudiées et critiquées pour critiquer. Il faut un dialogue, et la polyphonie du comédien qui se dédouble permet ces réflexions. Ça vient de la première partie. Et maintenant, je vais passer à vous faire voir un extrait d'une pièce. Les présidents africains qui font la mission le canard aux épices. C'est quand les présidents parlent. Je vais parler de Vous savez, en Afrique, la corruption est un véritable fléau. Alors, la France, soucieuse de l'avenir du continent, a décidé d'organiser en Afrique un stage sur la gestion saine et rigoureuse du bien public dans l'espace décentralisé. Ce stage sera animé par un collège d'experts français choisis pour leur expérience de gestionnaire intègre à tous les niveaux. Ils auront 4 semaines pour en finir avec la corruption. Vont-ils y parler? Première semaine sur le thème gestion saine et rigoureuse du bien public dans l'espace décentralisé, espace type la mairie, animé par Jacques Chirac. Deuxième semaine sur le thème transparence et lutte contre les rétrocommissions, animé par Édouard Balladur, assisté de Nicolas Sarkozy. Et pour la loge des frères initiés, troisième semaine animée par les services secrets pakistanais. Thème, règlement, solde, liquidation des actifs gênants, écoute et apuration de tout compte. Et enfin, pour terminer, 4e semaine, masterclass, probité morale par Charles Pasqua. Ça va un peu trop. Alors, je vous préviens. Ce qui vous savez, après ce que nous sommes censés ne pas savoir, et que nous savons parfaitement tous, mais que eux ne doivent pas savoir que nous savons, je dirais que je n'en sais absolument rien. Est-ce que c'est clair? Ça va, moi? Bien. Alors, je vous ai apporté un petit cadeau. Parce que les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui les écoutent.
Ensuite, très important à savoir, pour tout homme politique, protéger sa probité morale est un devoir républicain. Alors, quelles que soient les affaires dans lesquelles vous trempez, ne vous mouillez jamais seul. Comme ça, de peur que toutes les têtes ne tombent, personne ne balance les copains. C'est une petite technique que j'ai mise au point. C'est ma propre secrète que je vous livre ici. Je l'ai nommée la technique de l'Angolakite. Messieurs Jacques Chirac et Dominique Turpin en savent quelque chose. Bien, chers amis stagiaires, élite de l'Afrique, ne vous inquiétez pas. Pour mettre en pratique les leçons de ces 4 semaines de formation, la France et son armée seront à vos côtés. Bien, cela m'amène à apporter brièvement le droit d'ingérence. Bon, l'ingérence, qu'est-ce que c'est? Alors, personne n'est fichu de me le dire. Je veux dire. L'ingérence, c'est aussi simple que compliqué. Il faut le faire bien, il faut le faire bien. C'est clair. Par exemple, Carrefour, l'ingérence, vous connaissez. Autre exemple, Rwanda, globalement, l'ingérence, sauf cas particulier. Par exemple, l'exfiltration de la veuve du président Alia Imana, très bon ami de la France, ainsi que de quelques braves génocidaires rwandais. Autre exemple, pendant la guerre de 1997 au Congo, mon ingérence reste l'écrivain Emmanuel Dontala menace de mort, demande le secours de la France. En revanche, ingérence pour protéger être et l'indépendance pétrolière française. Est-ce que tout le monde a saisi la musique elle me faisait chier ceci là. Est-ce qu'on peut continuer? Je vais bien. Nous allons aborder un cas un peu plus complexe, le Togo. En 1963, son ingérence inutile de secourir le président Olympio, l'ère de l'indépendance togolaise, parce qu'il nous en veut pas. En plus, ce fouillon, il voulait quitter la zone française. Par contre, son assassin et successeur, Yassine et Atima, comme tout serviteur de l'armée coloniale, manifeste une profonde francophilie. Donc, ingérence à chaque fois qu'il faut lui apporter un coup de main. À lui, ou à son fils, qui lui a d'ailleurs très démocratiquement succédé. Bien, chers amis stagiaires, je ne voudrais pas monopoliser la parole, alors je vais la passer à ceux d'entre vous qui auraient des choses à nous dire. Non, monsieur. Je sens que ça frétille du côté du Cameroun. Allez, vas-y, parle bien. Approche. Ne sois pas timide, hein. Je vais quand même pas te manger. Moi, Paul Biya du Cameroun, je suis l'élève le plus dynamique de la classe. J'avais même déjà commencé à mettre en pratique les leçons de ce stade. Bon. Il est vrai qu'à la faveur de la crise économique, les Camerounais sont devenus de véritables champions des tricheries, des escroqueries et des corbisteries. Mais au lieu de manger petit, ils ont le ventre plus gros que le Cameroun. Non, il faut que cela cesse. Et depuis que j'ai lancé l'opération anticorruption, tous les jours, les Camerounais m'écrivent pour faire concours ça sur les actes de détournement des gens et des autres. Mais si je les prenais au mot, il n'y aurait pas assez de place en prison pour tout ce beau monde. Tous les Camerounais écrivent à Paul Biya, les uns signalant les autres, donc la moitié des Camerounais accusent
sur l'autre moitié et vice-versa. Et si on fait la somme des deux moitiés, le résultat c'est que tous les Camerounais sont corrompus, à l'exception d'un seul, Apollon lui-même. C'est pourquoi, à vrai dire, ça ne m'a pas du tout étonné lorsque j'ai gagné encore une fois pour les dernières élections d'octobre 2011. Très bien, Paul. Très bonne application pratique. Bien, on va lui mettre un peu plus pour l'encourager. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, vous? Vous allez continuer à nous emmerder toute la soirée? Mais ce type-là, il est là tous les soirs, il nous emmerde. Bien. Chers amis stagiaires, pour détendre l'atmosphère, nous allons apporter un cas un peu plus cocasse, avec notre camarade Maître Abdoulaye Wade du Sénégal. Appelons les précis pour les biens. La petite valise ostentatoire qui fait là. Bien, notre cher camarade Wade, au lieu de protéger sa probité morale, remet au vu et au su de tout le monde une valise de 100 000 € aux représentants du FMI en fin de mission au Sénégal. Mon cher Wade, nous n'allons pas vous applaudir. Il faudra même vous mettre un peu de plomb dans les cervelles. Non. Je voudrais dire qu'il ne s'agit pas de corruption, mais de tradition. Voilà. Ça, c'était les présidents africains qui, dans l'émission Canard aux épices, il s'agit de la structure de la pièce. Oui, je vais enlever tout de suite, je vais juste aller à une parole. Le parti du deuxième parti s'intitule le physiologisme au pluriel des voix qui se parlent. Je vais parler des citations, je vais indiquer quand. Au début de la pièce, la comédienne dédouble sa voix en se divisant entre la voix du journaliste et la voix de l'auteur. Au milieu de la pièce, le comédien s'éloigne de son dialogue interne et emprunte des voix des présidentes africaines, que vous venez de voir, et des figures politiques françaises, c'est-à-dire Charles Pasqua. Dans cette partie, le milieu de la pièce, tous les présidents parlent. Cette séquence se structure autour d'un séminaire sur la gestion saine et rigoureuse du bien public. Elle est structurée par une suite de voix. La voix de Charles Pasqua, un homme politique français, et dans un échange avec plusieurs présidents africains. Les présidents dont le comédien incarne les voix sont Paul Biya, qui est le président du Cameroun. Il était au milieu de la séquence. Mobutu Seko, président de la République démocratique du Congo de 1965 jusqu'à 1997. Et Abdoulaye Wade, président du Sénégal de 2000 jusqu'à 2012. Au niveau thématique, chaque figure propose une explication pour la corruption. Biya l'attribue aux Camerounais eux-mêmes corrompus, Mobutu l'attribue à l'État français et Wade l'attribue aux traditions africaines. Malgré le fait que les trois discours tiennent à offrir une explication différente, ils se construisent de manière satirique. Ils sont des caricatures des trois hommes. Ces trois approches semblent être variées, mais au fond, ils se ressemblent. Chaque voix est une caricature d'une réponse à la corruption. Aucune voix parmi les trois ne suggère un modèle qui va aider à réduire la corruption. Elles offrent un discours plat, un discours sans complexité, et n'examinent pas les problématiques qui poussent l'Afrique à la périphérie mondiale. Le fait que les trois voix sont réduites à leur similarité sert à une fonction à la fois politique et esthétique. La plurivocalité ne produit que des discours qui sont semblables. La situation politique est exactement la même, quelle que soit la voie ou le lieu.
Nous voyons l'absence d'une diversité politique par la multiplicité des voix qui disent la même chose. Il y a beaucoup de paroles, mais seulement un discours. Le fait que chaque voix ne concerne que son pays met en valeur qu'il n'y a pas du tout de politique hors d'une politique individuelle, un pouvoir localisé et limité d'un pays. Les trois figures traitées dans cette scène servent à critiquer la nature monologique de ces discours. Le dialogue extérieur des voix des présidents est un monologue. Les voix disent la même chose. Les présidents sont des symboles de leur discours et ils ne sont pas des personnages en eux-mêmes. Ils sont des voix qui représentent une parole réductrice. Les présidents sont des caricatures l'un de l'autre. Ils sont des parodies d'eux-mêmes. Chacun représente un stéréotype et l'humour vient du fait qu'ils soient des satires de leurs stéréotypes. Ces types s'entendent et ils se répètent. Dès que le spectateur entend les paroles des trois présidents, il est évident que les paroles n'ont rien de spécial. Finalement, le comique est la critique. De leur ressemblance vient la critique politique. Le cookbook critique le fait qu'au fond, la politique chez ces trois hommes est une politique dans laquelle la politique est presque absente. La comédienne devient un outil pour accomplir des objectifs. La comédie, pardon, pas la comédien. Les objectifs que la pièce ne peut pas accomplir, un discours didactique. Dans ces paroles sur la corruption, un décalage se crée, une fissure entre ce qui est dit et ce que le spectateur entend. L'humour apparaît par cette différence entre ce que les voix se disent et ce que le spectateur entend. Par exemple, Wade explique, ça c'est la première citation, on dit par exemple que Maître Abdoulaye Wade se contredit, qu'il a été élu en faisant campagne pour le changement et que maintenant il dit que le Sénégal n'est pas prêt pour le changement. Où est la contradiction? Ça veut tout simplement dire que Maître Abdoulaye Wade a changé. Ici, Wade justifie sa corruption et sa mensonge. En revanche, le spectateur entend la critique de ces mêmes paroles. Malgré le fait que Wade ne culpabilise pas, le spectateur entend ces paroles en tant que condamnation pour la comédienne et par la comédienne. Le comédien détourne les sens qui étaient accordés aux mots afin que l'on comprenne exactement l'opposé de ce qui était dit. Tout est complètement renversé et nous voyons l'intensité de son jeu. Le quatrième degré revient. Mais ici, ce n'est pas un décalage interne entre l'ironie de ce que le comédien dit et ses provocations lorsqu'il se dédouble. En revanche, le décalage est extérieur à la pièce, entre ce que les voix constatent et ce que le spectateur sait. Le spectateur sait que Biya n'a rien fait pour réduire la corruption, que Mobutu a contribué fortement au système en place pour en profiter, et que Wade se cache derrière l'idée de la tradition, entre guillemets. L'humour et le bouleversement du sens. Toutes les contradictions se reproduisent. Je retourne à Bergson pour nommer cet effet de la reproduction partielle. Il l'appelle une comédie de situation, qui est un effet qui se propage, en ajoutant à lui-même, de sorte que la cause insignifiante à l'origine aboutit par un progrès nécessaire à un résultat aussi important qu'inattendu. Bergson qualifie ce mécanisme de boule de neige et les renversements du comédien par rapport aux paroles du président créent le même effet de bouleversement. La comédie de la situation manque de sérieux. Le fait qu'Akapo ait créé une scène dans laquelle les voix des présidents africains se trouvent dans une comédie de situation met en œuvre le fait que le discours manque de sérieux aussi. L'humour de la répétition des contradictions,
montre l'absence d'un discours substantivement politique chez les présidents africains. Finalement, ils ne sont que des types qui se reproduisent structurellement, mais qui n'offrent que le comique. La plurivocalité est une force textuelle chez Akakpo. La politique et le comique se jouent dans cette polyphonie, jusqu'au point où ce travail s'est concentré sur les aspects réflexifs de la pièce, les mécanismes qui font le comique et critiquent la politique. Bien qu'il s'agisse d'un humour africain autoréférentiel, Chiche l'Afrique aborde aussi la question de l'Afrique dans un contexte mondial. Notamment, la pièce critique beaucoup le rapport colonial, postcolonial et néocolonial entre la France et les anciennes colonies qui sont, à notre époque, des pays indépendants. La polyphonie de cette même scène des voix politiques africaines et françaises permet une mise en scène de l'État français et de son rapport avec l'Afrique. La pièce caractérise ce rapport avec le mot ingérence. Le mot ingérence souligne la présence perpétuelle de la France en Afrique francophone. La manière dont la France intervient en Afrique francophone est fracturée et incohérente. La pièce montre ce système d'ingérence dans la présence de la voix de Charles Pasqua, qui dirige le séminaire sur la corruption. Pasqua dirige ce séminaire et par le fait d'avoir choisi Pasqua comme le modérateur, l'humour intervient depuis les débuts de la scène. Pasqua lui-même est impliqué dans un scandale par rapport à l'importation des armes de contrebande en Angola, un événement que la pièce appelle Angola Gate. Le décalage entre ce que la voix de Pasqua dit et ce que le spectateur sait s'installe déjà. Il fait rire avec le fait que Pasqua est un maître de conférence sur la corruption, étant donné qu'il est expert. La voix de Pasqua structure ce dialogue. Ce n'est que sa voix qui se répète. Au début, sa voix porte un ton dont le satire se voit clairement. Ça, c'est la deuxième citation. Mes chers amis stagiaires, élites de l'Afrique, ne vous inquiétez pas. Pour mettre en pratique les leçons de ces 4 semaines de formation, la France et son armée seront à vos côtés. Ce qui m'amène à aborder brièvement le droit d'ingérence. Alors, l'ingérence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'ingérence, c'est aussi simple que compliqué. Cette notion régie par des accords encore plus secrets que la formule de Coca-Cola. Ici, le comédien prend la voix de Pasqua pour faire sa propre critique. Cela ne serait pas comique si c'était un vrai discours rapporté. À travers l'emprunt de la voix, le comédien montre le rapport paternaliste entre la France et l'Afrique francophone. L'armée française est aussi présente en Afrique que la voix de Pascal dans la pièce. Pasqua n'est pas conscient de l'ironie de sa présence et nous voyons un manque de la réflexité chez la voix française. Au-delà d'une perspective qui se concentre sur la France, Akakpo aborde aussi la question d'américanisation à travers Pasqua, même si elle est française. Malgré le fait que la référence au Coca-Cola n'est pas un humour très subtil, ce type d'humour montre bien que l'auteur emploie la voix de Pasqua afin de critiquer la façon dont tout l'Occident s'approche de l'Afrique. Lorsque le président Mobutu accuse la France d'être à l'origine de la corruption, Pascal répond, ça c'est la 4e citation, avec de telles accusations Mobutu, c'est F-. Le F- vient du système scolaire américain. Cette référence la référence au Coca-Cola souligne le fait que le marché mondial transforme la politique mondiale. Le glissement momentané d'une perspective américaine
montre que les forces qui déterminent la mondialisation ne sont pas toujours des voix au premier plan. La présence des États-Unis dans le texte est très peu. Cette voix n'est pas la voix principale contre laquelle Akakpo lutte. C'est une voix qui coule sous la surface, avec les apparences. Comme la structure des voies idéologiques, la mondialisation est aussi un processus idéologique, une polyphonie des perspectives qui se contredisent et se disputent. Ensuite, j'enchaînerai la troisième partie qui s'intitule « Le monolinguisme de l'autre, les voix qui ne se parlent pas ». Ça, c'est une citation, un dialogue entre Sarkozy et les jeunes Africains, dont je vais m'expliquer dans un instant. Nous venons de voir la manière dont une structure idéologique construit chiche l'Afrique. Le comédien se dédouble et emprunte les voix d'ailleurs. Dans les glissements d'une voix à l'autre se trouvent les commentaires politiques. Il y a toujours une ironie comique dans le décalage entre le sens littéral des paroles et les sens entendus. Il y a toujours un quatrième degré, pour citer la pièce. Le quatrième sens est basé sur la caricature et le comédien donne aux politiciens un discours absurde pour dénoncer à travers l'humour. Le décalage vient grâce au dialogue entre les voix et les manières dont elles se parlent, l'une à l'autre. En revanche, vers la fin de la pièce, malgré le fait que plusieurs voix s'énoncent, elles ne s'écoutent pas. Cette séquence est structurée par un dialogue entre Nicolas Sarkozy, le président français au moment où la pièce a été écrite, et un groupe des jeunes Africains, anonymes. C'est le seul moment dans la pièce où il y a un vrai échange du dialogue théâtral, c'est-à-dire que deux personnages communiquent. Mais malgré le fait qu'il y ait un échange des répliques, les personnages ne s'écoutent pas. Et le dialogue entre eux se transforme en deux monologues. Par exemple, un échange se déroule autour de la question de la démocratie et nous voyons l'absence d'une conversation. Ce n'est que deux voix qui parlent, chacune pour elle-même. Ça, c'est cette citation. Sarkozy a dit « Jeunesse africaine, vous voulez la démocratie ?» Et dans les pièces, quand on joue avec beaucoup de force, les jeunes africaines, « Oui. Voulez-vous la justice? Oui. Voulez-vous le développement? Yes, we can! » Entend l'américanisation à travers la citation de la campagne de Barack Obama. C'est les moments comme ça qui apparaissent très brièvement, mais qui façonnent la présence qui coule. Alors, je reprends, Sarkozy. « Mais le voulez-vous vraiment? C'est à vous d'en décider. La France ne déciderait pas à votre place. » « Mais monsieur, ça fait longtemps que nous, jeunesses africaines, avons décidé. Nous vendons notre destin et personne ne nous entend mourir. Mort anonyme. C'est sa mort anonyme. Si vous choisissez la démocratie, la liberté, la justice et le droit, alors la France s'associera à vous pour les construire. Mais monsieur, on vous a déjà dit qu'on a choisi. Cette suite de répliques montre bien l'essence du dialogue et à ce moment de la polyphonie. Sarkozy domine la conversation, mais nous voyons la frustration des jeunes Africains qui répondent à chaque fois, sans que personne n'écoute. On voit bien, ne nous entend mourir. C'est la fête, entend pas et n'écoute pas. Il s'agit d'un engagement de surface, une forme d'interaction qui semble être un dialogue, une conversation avec des questions et des interrogations, mais qui est au fond complètement monologique. Enfin, la pièce montre que le rapport entre la France et l'Afrique dépend de ce monologue. Akakpo critique le fait que les gouvernements de Mobutu, Biya et Wade, et tous les tyrans, dictateurs d'Afrique d'ailleurs, et
ailleurs d'Afrique, que ces discours et les interférences de la France en Afrique sont des systèmes monologiques. Akakpo utilise le comique pour faire la critique. Néanmoins, dans cette partie, l'absence des mots qui font rire est considérable. Nous avons vu que l'humour dans la pièce vient du décalage du quatrième sens, soit que ça soit... Pardon. Ça peut être soit interne, un décalage interne, ou un décalage externe que nous entendons. Donc, le comédien emploie des voix pour critiquer. En revanche, la voix de Sarkozy ne sert pas comme voix fictive manipulée par le comédien, mais un vrai discours que Sarkozy a donné à Dakar en 2007. Au début de la scène, les paroles du Sarkozy sont des citations entières de ce discours-ci. Sarkozy dit « Africain, je suis venu vous parler avec la franchise et la sincérité que l'on doit à des amis que l'on aime et que l'on respecte. J'aime l'Afrique, je respecte et j'aime les Africains. Disons-le, l'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. Mais il est vrai que jadis, les Européens sont venus en Afrique en conquérant. Ils ont eu tort. Je ne suis pas venu nier les fautes, nier les crimes. Quand il y a eu des fautes, il y a eu des crimes. C'est le même discours que Sarkozy dit que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. C'est assez connu et assez embêtant. Akakpo reprend des paroles du discours de Dakar. Et ici, il n'y a plus le comédien qui emprunte, mais il reprend une partie d'un discours. Toutes les voix précédentes préparent cette voix monologique, et elle se cristallise dans la voix de Sarkozy. La voix de Sarkozy consomme la plurivocalité autour d'elle. Même la voix du comédien devient la voix de Sarkozy. L'arrivée sur scène du discours de Sarkozy, du Dakar, marque la disparition du comédie et du comédien. Il ne manipule plus les voix pour critiquer. Sarkozy récite son vrai discours et le dédoublement n'existe plus. Il n'y a pas de distance entre ce que dit le comédien en tant qu'acteur et ce que le comédien critique. C'est une éclipse de la fissure antérieure entre la politique et le comique. C'est une voix qui réunit toutes les voix et les personnages ne peuvent plus se parler. Au fond, la voix de Sarkozy devient la voix du comédien et Sarkozy joue le rôle du comédien. Il monologue dans cette éclipse de la polyphonie. Et à ce moment-là, il incarne toutes les voix. Au début de la pièce, le spectateur peut se moquer de la politique, car la comédie montre l'absurdité. Lorsque la figure politique offre un vrai discours, le comique disparaît. C'est la mort de l'humour. Le comique ne se moque plus de la politique et l'on ne peut plus rire. Le comique se moque de la politique car le référent n'est jamais sur scène. Ce que dit Pasqua Ouad ou bien dans la pièce n'est pas la parole rapportée. La dominance de la voix politique de Sarkozy fait disparaître le rire. Bergson explique que ce que fait rire dans une comédie de la situation est la vraisemblance, c'est-à-dire, et ça c'est la citation en bas, la vraisemblance, c'est-à-dire de la vie. Voilà toujours la semblance. Voilà toujours ici le but, excusez-moi. Malgré sa proximité à la réalité, dans la vraisemblance se trouve toujours la semblance, le fait d'être comme ou proche, mais jamais la chose elle-même. Ici, il n'y a plus de semblance. Ce que Sarkozy dit sur scène est textuellement ce qu'il dit hors de la pièce. Il ne semble pas être la réalité, c'est la réalité elle-même. Le comédien ne renverse plus les mots. C'est un discours emporté et la disjonction nécessaire du sens s'écrase.
En fait, j'enchaîne, c'est la conclusion. Pour conclure, et ça s'appelle l'Afrique au pluriel. Pour conclure, je dirais que la multiplicité des voix montre une diversité de l'Afrique. Cette pluralité détruit l'idée qu'il y a une Afrique singulière avec un politique, une culture unique. Il se trouve plusieurs avis dans les voix des présidents. Malgré le fait que les représentations des présidents soient finalement réduites à une fonction plutôt symbolique d'un discours, tous ces discours portent une perspective différente. Le Kokpo montre que le paradigme de la France et de l'Afrique ne suffit plus et que la dichotomie, l'Occident et l'Afrique est aussi insuffisante. Dans chaque voix se trouvent plusieurs influences et une multiplicité des références du monde entier. Loin d'être un continent inconnu, le Kokpo met en lumière qu'un échange perpétuel caractérise les interactions mondiales, surtout celles en Afrique. La France touche l'Afrique et l'Afrique touche la France. Le Kokpo peint un orchestre des voix et chacune montre que l'humour africain est intelligent, corrosif et teint d'autodérision. Merci. Voilà, c'est à vous si vous avez des questions, des commentaires ou des critiques. Moi je veux te remercier parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant cette analyse que tu fais sur le mécanisme de l'humour et comment ça fonctionne, tout ça avec les différentes voix et tout. Donc c'est vraiment passionnant ce que tu nous as donné à entendre. Et surtout ça me donne très envie de retourner sur le site de Librairie, réécouter la pièce de Gustave. Donc je veux dire, forte de ton analyse, je vais retourner voir la pièce pour réentendre tout ça. Merci. Donc, merci. Oui, j'avais le même. Quand j'ai vu la pièce l'été dernier, j'ai vraiment frappé sur la plurivocalité et l'enchaînement. Surtout, je me suis dit, ça doit être difficile pour Gustave de jouer sur scène tous les personnages, tu les vois, se souvenir de tous les périodes, déjà, c'est toujours difficile. Et c'est ça pour moi, surtout pour les one-man shows. C'est la question des voix pour moi qui fait le théâtre dans un moment show et pas juste un discours monologique. Merci. Merci beaucoup. Gustave. J'ai trouvé que à ta lecture du texte, je l'ai trouvé plus intelligent qu'à mon écriture. Et je voulais te remercier pour me faire découvrir le texte comme ça. Il y a sans doute des choses qui étaient là-dedans au départ de l'écriture, parce que l'écriture vient de plusieurs envies. Au moment où elle est en marche, on est dans le mécanisme, on ne regarde pas tout ça. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à écrire ce monologue, c'est un moment où il y avait en France Sarkozy qui avait dit, en parlant des journalistes, que les journalistes, ils foutent rien en fait, parce qu'ils passent leur temps à parler, alors que les politiciens, eux, ils agissent. Alors j'ai décidé de donner, je me suis dit, tiens, alors c'est parce que le politicien n'a pas le temps de parler, que le journaliste a pris le lieu de la parole, c'est pour ça qu'il se plaint. Alors il faut donner aussi la parole aux politiciens pour qu'eux-mêmes commentent leurs propres actions. Parce que ce qu'il leur reprochait aux journalistes qui vont chercher la vérité sur des affaires, il leur dit, mais en fait, vous ne faites pas bien votre métier, vous ne faites que commenter. Moi, je suis un homme, j'agis. Et donc, alors je me suis dit, bon, c'est parce que peut-être qu'il a envie aussi de commenter. Et donc c'est venu de cette envie de faire entendre toutes ces voix-là, de manière ironique. Et aussi d'une phrase de Coluche
qui, au moment où il s'était présenté aux élections en France, et quand on lui en parlait, il disait que bah, j'arrêterai de faire la politique parce que les politiques arrêteront de faire les comiques. Voilà, il y a de ça. Bah, merci. Justement, merci à toi d'avoir écrit. Et surtout, c'était ça que finalement, c'était un peu une problématique à deux. C'est-à-dire que la polyphonie des voix, c'est la base, si vous voulez, fallait construire. Ça pourrait être un dossier entier, jusqu'à la structure polyphonique. Mais ensuite, il y a au-delà cet enjeu entre la politique et le comique. Et comment à un moment donné, la politique prend les paroles et le comique le reprend. Et c'est un peu une lutte, enfin, c'est pas le beau mot, mais c'est une tension qui coule dans toute la pièce, qui, à mon avis, qui donne l'intérêt finalement. Et je pensais beaucoup à le discours sur la décolonisation de Césaire, c'est ça le discours sur la décolonisation. J'ai vu en fait, je suis allée avec 3 Gustave à Paris pour le voir, c'est une mise en scène de ce discours. Et mais c'est vrai, c'est politique, on ne rit pas beaucoup. Et on était au théâtre, on était dans un théâtre, il était sur scène. Il était surtout un discours, finalement. Et je pensais beaucoup à ça quand j'ai écrit, quand j'ai réfléchi sur la pièce, comme la comique. Et les changements des voix, surtout quand vous faites, par exemple, je crois que c'est Billard, vous faites une voix très bas, qui est un peu difficile à entendre. Et finalement, c'est ça parce qu'il sauve, mais qui déplace cette question du public. Et ce n'est pas qu'un discours, mais ça soit plutôt voilà, du théâtre avec les dialogues, les monologues et la sens des dialogues. Merci. D'autres questions? Antoine? Juste un petit commentaire, c'est très bien fait. Merci. On parle toujours de la francophonie et ce que ton travail a fait. On parle toujours de cette francophonie, mais on a commencé à lancer cette idée de francopolyphonie. C'est-à-dire qu'il y a plus qu'une voix, il y a plus qu'un type de français. Et en fait, ça montre la complexité de la francopolyphonie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un français africain. Il n'y a que de la grammaire dans la langue. Il y a aussi une personnalité, une perspective. Et donc même le paysage de l'Afrique, ça montre qu'il y a différents types de français là-dedans. Même, voilà, il y a des différents types de français dans un pays, dans un continent francophone. Donc il y a des régionalités, il y a des spécificités. Voilà. Oui, c'est justement ça. Un des grandes valeurs de la pièce est justement j'ai sur ça tout petit peu à la fin, mais pas assez. C'est la résistance absolue de ce qui est singulaire. Il n'y a pas qu'une seule France, il n'y a pas qu'une seule Afrique. Et quand il n'y a qu'une seule voix, c'est le moment où la pièce est plus drôle. Et c'est le moment où c'est Sarkozy qui domine. Même il n'y a plus le comédien. Voilà. Il joue plus. Ça devient plus. Il récite. Justement, c'est ça le discours, en reprenant la question de Césaire. C'est ça un discours politique. C'est plus le théâtre. En fait, ça abolit. Dès qu'on est dans le singulier, ça abolit tout dialogue. Et ça devient plus intéressant si on ne parle pas. Je vois Platon il a dit que la savoir vient grâce au dialogue. Il faut se parler pour éteindre la République. C'est ça. Dans la République, il faut se parler. C'est comme ça qu'on atteint cette idée de... J'aime pas trop l'idée d'une idéal, une vraie idéal qui n'existe ailleurs, mais c'est grâce au dialogue. Et du coup, c'est ça que je crois que la pièce montre. En fait, l'importance du dialogue. Mais pas le dialogue, pas la semblance du dialogue. On voit le dialogue entre Pasqua et les présidents, mais on n'apprend rien. Et du coup, il faut, à travers le dialogue, on voit ce qui se cache derrière et ce
ce qui se dévoile derrière les semblances du dialogue. C'est ça la citation de Bergson, la vraisemblance et la semblance. Il faut la vraie dialogue, pas un dialogue qui se cache. Merci. Ça me fait penser juste une réflexion. Il y a un écrivain congolais, Sunil Abutansi, qui est décédé il y a un certain nombre d'années maintenant, mais qui a marqué dans les années, je crois, 80 par là, la littérature africaine, je dirais aussi mondiale, et qui disait une chose, il dit « j'ai droit à la parole ». J'ai droit à la parole parce que je suis africain. J'ai droit à la parole parce que l'Afrique, pour moi, ce n'est pas la terre de l'oralité, ça a été la terre du silence. Et je trouve intéressant dans ce que tu dis, dans le fait qu'on peut... Ça me fait penser à un autre titre, ce qui m'a toujours marqué, d'un écrivain camerounais qui s'appelle Gaston Polifa, « Le cri que tu pousses ne réveillera jamais personne ». Je trouve ça effroyable comme titre et très beau dans ce que ça dit. Donc il y a des paroles, mais qu'on n'entend pas. Et à partir du moment où il n'y a pas pas de locuteur, mais qu'il n'y a pas d'oreille réceptive à une parole, c'est prêcher dans le désert finalement, ou c'est crier dans le désert. Et c'est aussi ça que me semble ressortir les analyses. Là, on le voit, les jeunes Africains, ils se disent quasiment... Oui. Mais monsieur, on vous a déjà dit qu'on a choisi, qu'on les voit dans cet espace. Je veux pas dire désespérance, parce que dans les pièces jusqu'à il y a plein d'espoir. C'est justement, surtout avec Yes We Can, aux États-Unis, c'était la campagne de Barack Obama en 2008, c'était justement cette résurgence d'espérance. Toujours les jeunes, c'est un des commentaires essentiels, que c'était les premières fois depuis des années que plein de gens s'en occupaient de la politique. Et nous voyons avec Yes We Can, même si ça se manque un peu de ça, parce que finalement ça c'est aussi l'américanisation, l'impérialisme culturel des États-Unis, aussi cet enjeu entre... Parce que Barack Obama est noir, mais métis quand même. Il doit avoir un rapport très profond avec la terre maternelle, qui n'est pas tout à fait ça. Et surtout, Barack Obama, aux États-Unis, on dit afro-américain. Mais il avait des questions si ça appliquait au président Obama, parce qu'il est vraiment afro-américain. C'est-à-dire son père est africain et sa mère est américaine. Et du coup, il y avait cette question de est-ce qu'il représente vraiment une communauté noire et quelle communauté noire. Tout cet espoir, il faut se méfier aussi. Mais c'est toujours là, il ne faut jamais se décourager. Même si le monologue entier la pièce, à un moment donné, le reste pousse le dialogue. Et toujours cet enjeu du doublement. Tout d'abord, merci. C'était vraiment une présentation tout à fait délicieuse. Donc, je voulais savoir également quelle est la place de ce silence dans la pièce. Vous parlez donc justement de cette dichotomie entre le silence et la voix. Et donc, si vous pouvez répondre à... Oui, non, je comprends bien, je crois. Voilà, un silence peut-être imposé, on n'a pas choisi, mais ça me semble qu'on a la voix, cette polyphonie de voix, mais également l'espace qui trouve au milieu, c'est-à-dire ce silence qui peut-être aussi parcourt la pièce. Oui, c'est quelque chose d'intéressant, merci. Surtout, ce que j'ai remarqué, il y a un silence de la voix féminine, c'est-à-dire des femmes. Surtout, il s'agit des hommes politiques, c'est ça le canard de l'émission tout au début. Et il parle beaucoup de figures politiques. Il parle beaucoup de figures qui sont des chefs d'État, mondialisées, qui sont féminines. Mais à un moment, la seule femme qui parle, elle était une prostituée. Et elle parle tout à la fin de la pièce. Non, je vais pas le montrer. Mais Gustave il a fait une mise en scène incroyable, avec les hanches comme ça, et cette voix très intéressante.
il semble que cette voix féminine a fumé beaucoup de cigarettes. Et ça pose des questions, je crois, plein d'enjeux, ça paraît, mais c'est des questions de la vie publique et la vie privée. Et qui a la vie publique, surtout les hommes qui sont des chefs d'État. Et finalement, la prostituée, elle a un vrai... C'est ça que... Pourquoi on la condamne finalement, parce qu'elle est complètement publique. Elle est dévoilée, elle habite dans son corps, est tout à fait public. Et ces prostituées, elle n'est pas très contente avec la situation sur place. Je ne me souviens pas tout à fait ce qu'elle a dit. Mais ça devient tout à la fin, jusqu'avant à la fin de la pièce, le journaliste qui se dédouble, il revient sur scène et toutes les autres voix, le monologue, le dialogue, le dialogisme pardon, au singulier entre le comédien et le journaliste se revient à la fin. Mais jusqu'avant, c'est cette prostituée qui à un moment donné, parce que c'est parti d'une anecdote qu'il y a eu au Cameroun, où dans une ville, les prostituées ont manifesté. Oui, c'est ça. Les prostituées camerounaises ont manifesté. Le syndicat de prostituées. Oui, les prostituées ont manifesté parce qu'il y avait des prostituées chinoises qui faisaient des prix au rabais. Oui, je me souviens. Et donc, elles ont manifesté, et donc j'ai pris cette anecdote-là, et dans ce qui est dit dans la pièce, les prostituées demandent qu'on normalise la situation, sinon elles vont révéler les secrets sur tout le monde. Qui vient les voir. Qui viennent les voir, oui. Oui, c'est ça. Et du coup, je crois que c'est intéressant de le mettre, merci Gustave, de la mettre en parallèle avec justement les jeunes Africains qui a la parole, un peu significative. C'est que eux et Sarkozy et Pasqua qui répètent dans la pièce. Les autres voix, ils sont sur scène qu'une seule fois. Peut-être hier, c'était une trompe. Non, et ils ont des paroles, mais en fait, personne ne les écoute. Et ils luttaient, mais pour eux, il semble qu'il n'a pas beaucoup changé. Mais les prostituées qui n'ont pas une grande place dans la pièce, ni dans la société en tant que figure reconnaissable, elles ont sauté un peu la question, enfin, les enjeux. Elles ont réussi à leur faire leur syndicat, elles ont réagi, elles ont bougé les choses sans cette oppression politique et malgré le monologue que Gustave montrait, que la pièce montrait, que en fait tous les politiques du tyran sont des politiques monologiques, à réussir à imposer et à changer des choses et à se manifester malgré le fait que le pouvoir résiste tout à fait à cette question. Et aussi la question les silences qui apparaît brièvement comme les États-Unis. Je crois que c'est une façon de voir justement les enjeux hors de cette... parce que finalement, Gustave ne pouvait pas parler de chaque pays comme tyran. Il fallait se concentrer. Et du coup, tous les silences, surtout des autres tyrans, je crois que la pièce, ça critique aussi tout cela. Même s'il n'a pas une voix immédiate sur ça. C'est aussi, je me permets juste oui, sur la question de la place d'une voix féminine dans la pièce, c'est une vraie question que je me suis posée au moment de l'écriture de la pièce. Effectivement, les acteurs majeurs sont des hommes. Il y a des voix féminines aussi, aussi bien du côté de l'oppression que de la résistance. Je pense beaucoup plus, en tout cas comme voix publique, du côté de la résistance. Comme par exemple, je n'ai pas son nom en tête, et c'est parce que c'est un peu difficile pour moi de prononcer, comme il y a une ministre rwandaise qui a été assassinée, qui était porte-parole des opprimés, et sa mort est assez oui, qui, au moment où elle a été tuée, peu de temps avant, elle était au téléphone sur RFI pour une interview. Et elle disait, j'entends les soldats, les miliciens venir, et puis après, donc ces dernières paroles ont été quand même enregistrées. Donc il y a des voix fortes comme ça, où la prix Nobel de la ministre kenyane de l'Environnement, Wangari, oui. Donc il y a ces voix-là.
qui apparaissent dans la vidéo finale, mais qui ne sont pas dans la pièce, parce que je ne voulais pas apporter juste un petit pour dire ok, je fais un clin d'œil aux femmes. Je me suis dit, il n'y a pas une vraie place qu'il leur est donnée, donc j'assume ce fait-là, je le montre. Et il y a aussi par rapport au corps, il y a quelque chose, en tout cas dans la culture du sud du Togo, traditionnellement, le corps de la femme est aussi un espace de manifestation publique. Alors, on peut penser aux femmes, comment ils utilisent leur corps, etc. Mais dans la culture du sud du Togo, on dit qu'une femme, c'est-à-dire que s'il y a une situation dure de crise dans un pays et qu'un jour une femme sur la place publique se met nue, ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau, au niveau de la société, où ce n'est plus entendable cette oppression. Et toute autorité, quelle qu'elle soit, doit pouvoir entendre ce message. Et il y a, je crois 2 ans maintenant, il y a eu une marche par exemple au Togo où des femmes se sont mises nues pour marcher dans la rue. Et c'est, si on compare aux femmes par exemple, ce ne sont pas des corps de femmes belles, etc. Et il y avait des femmes âgées, il y avait des jeunes femmes qui ont marché, et effectivement, pour une fois, les militaires ne pouvaient pas tirer sur les gens. Merci. Juste une petite chose. Ça me rappelle un peu le travail de Gustave, ça me rappelle un peu de Dave Chappelle aux États-Unis. Comme il joue avec des stéréotypes, et donc en jouant avec les stéréotypes, il renforce les stéréotypes, mais il dénue des stéréotypes. C'est-à-dire que vous des chefs d'État, vous qui ne faites rien, vous êtes si ridicule que ça, et on vous montre, voilà. Et donc ça peut être compliqué parce que si ça s'est pris mal, ça peut montrer que oui, l'Afrique c'est tout le même, c'est tout la même chose en répétition, mais en fait c'était si fait délicatement, où ça montre la diversité entre les pays, mais un problème du continent, il y a un problème avec le leadership, voilà. Il y a un problème là-dedans, et donc c'est un phénomène qui se répète, mais ça joue un peu avec les stéréotypes aussi, mais c'était très bien fait de ne pas le fondre. En même temps, mais ça montre comment ce n'est pas juste. Voilà, Je sais si tu te fais une ligne juste, Dave Chappelle joue sur cette comment utiliser les stéréotypes pour la comédie, pour gagner sa vie très bien, et pour la critique. Mais justement, Dave Chappelle, il avait une dizaine d'années, je crois, assez longtemps, il a quitté. En fait, il part de ce moment où il a son grand personnage, c'est l'ange noir, Black Angel, en anglais. Et c'est une petite ange comme le diable bon, enfin l'ange sur la gauche et le diable sur la droite. Et l'ange qui dit c'est une structure connue, ne le fais pas, soit quelqu'un moral, le diable lui comment, on s'en fiche, fais-le, il faut en profiter. Mais c'est à travers des enjeux qui sont assez stéréotypés des Afro-Américains. Et Chappelle dit, en fait, justement, dans une interview avec Oprah Winfrey, qu'il y avait un moment donné, il s'est rendu compte qu'en fait, il a perdu le contrôle de l'intensité de son jeu. Justement, ça devient le monologisme à travers, comme Sarkozy. Et il n'avait pas assez de politique pour retirer la comique. C'est que la comique qui a gagné chez lui, et ça faisait rire, mais la plupart des personnes qui ont écouté, qui la voient, elles n'ont pas compris que c'était une blague. C'était une blague, mais elles n'ont pas compris que c'était une satire. Et du coup, les gens qui rigolent, comme c'est drôle, elles n'ont pas vu. Mais je crois que la pièce de Gustave, en fait, c'est cette tension entre la politique, parce que les voix changent. Il y a plus que deux.
finalement, cette chapelle, il y a deux rois, le diable et l'ange. Mais tous les deux font le comique. Il n'a pas assez de la politique pour renforcer, parce que je vais passer, quasiment chaque phrase a cet enjeu de double justement sur la politique, le comique. Mais Jeff Chappelle, il n'y en avait pas du tout assez. Du coup, la blague, c'est finalement sur. Est-ce que ça c'est la blague, c'est sur lui? J'ai traduit. Les anglophones vont me comprendre quand même. Et c'est à ce moment, il n'a pas pris la retraite, mais il a se retiré complètement. Il s'est arrêté à faire son jeu parce que justement cette intensité du jeu dans la pièce est toujours en contrôle. Il a perdu parce qu'il n'avait pas assez de la politique. Et finalement, c'est ce renforcement des stéréotypes. Finalement, Bia Wall, il ne parle pas beaucoup. Et Pasqua, sauf si on est si simple, c'est assez clair tout de suite que ça va tout à fait drôle. En revanche, je ne sais pas, c'est pas toujours évident que c'est pas tout à fait drôle. C'est tout à fait drôle, mais la politique, ça c'est à voir assez souvent. Mais merci fort, mais c'est un enjeu qui se retrouve dans les autres systèmes de représentation qui essaient, dans le code roman de Francois, le cinéma, on parle beaucoup de bouleversement quand les minorités, les populations oppressées, défavorisées, c'est comme plein de mots, comment ils utilisent le bouleversement de faire leur propre culture, faire leur propre politique hors des systèmes qui les oppressent. Et c'est une ligne très étroite parce que c'est assez facile de tomber sur. Enfin, de s'oppresser. Quoi maintenant? Se frimer ou se victimiser. Se victimiser. Ouais. Il faut. Oui, c'est une intensité du jeu que. C'est prend du risque. C'est chaud. Bon, merci. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Kira qui m'a aidé avec la prononciation. Merci d'avoir venu.